Espèce d'intelligent, bon à tout, tu feras ce que tu veux de ta vie. Dans le bug mental 5, je vous parlais de l'impuissance apprise, vous vous rappelez? Lorsqu'un élève se retrouve en situation d'échec, à plusieurs reprises et sans être guidé, il va alors subir l'impuissance apprise. À quoi bon faire des efforts, puisqu'ils sont vains? Quoi qu'il arrive, l'échec est à la clé. Et si je vous disais qu'il existe l'inverse, une sorte de puissance apprise? Aujourd'hui, dans Bug Mental, on parle de l'effet Pygmalion. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire, ou plutôt un mythe, celui de Pygmalion. Vous n'avez rien à voir avec les agissements des dirigeants de Pygmalion. Non, rien à voir, c'est Pygmalion. Je vais essayer de vous résumer ce mythe en 30 secondes. Sur l'île de Chypre vivait un roi, Pygmalion. Cet homme était aussi un sculpteur, si talentueux que toutes les femmes de l'île rêvaient d'un jour devenir la femme du roi. Mais Pygmalion ne les aimait pas. À vrai dire, il n'aimait aucune femme. Il ne voyait en elles que des défauts. La jalousie, la cruauté, la vanité. Il préférait alors s'en tenir au célibat. L'envie lui prit de sculpter la femme parfaite. Et après des mois de travail, il y arriva. Il ne vit jamais de choses aussi belles, alors il l'admira, l'enlaça, l'embrassa. Il était tombé amoureux de sa statue. Il alla alors prier Aphrodite, l'implora de créer une femme aussi belle et aussi parfaite que son modèle. De retour chez lui, triste que cette perfection ne soit qu'une statue, il l'embrassa une dernière fois avant d'abandonner son amour. Alors, la statue prit vie. Bon, la suite vous la connaissez, ils se marièrent, eurent un enfant, etc. Fin. Là où je veux en venir, la conclusion, c'est qu'en croyant quelque chose vrai, sa statue de femme parfaite en l'occurrence, alors on peut la rendre réelle. Et c'est tout l'enjeu de l'effet Pygmalion. En gros, c'est l'idée que les performances de quelqu'un peuvent s'améliorer en fonction du degré de croyance que les autres ont en lui. En particulier, certaines autorités, un professeur, un entraîneur ou un patron par exemple. Cet effet est aussi connu sous le nom d'effet Rosenthal, de Robert Rosenthal, le psychologue et professeur américain qui mit le doigt dessus en 1968 avec sa collègue Lenore Jacobson. Attention à ne pas le confondre avec Roseanne, de l'épisode sur le biais de confirmation. Rien à voir. Ils basent leurs travaux sur l'effet de prophétie autoréalisatrice apparu 20 ans plus tôt. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet, mais en gros, c'est l'idée que si l'on pense une situation réelle, alors les conséquences de cette pensée peuvent la rendre réelle. Par exemple, si l'on pense tous, pour une raison quelconque, qu'il va y avoir une pénurie d'huile d'olive, alors on va se ruer comme des sauvages dans les rayons, en acheter plein de bouteilles, et ainsi provoquer la pénurie qui n'aurait pas eu lieu sinon. Donc moi je m'en fous, je cuisine au beurre. Monde de merde! Rosenthal et Jacobson se sont demandé si le fait qu'un prof pense un élève plus brillant qu'il ne l'est vraiment pouvait améliorer les résultats de cet élève. Alors pour ça, Rosenthal fait une première expérience avec des rats. Il prend 12 rats de la même espèce qu'il sépare au hasard en deux groupes. Il donne 6 rats à un groupe d'étudiants, disons le groupe A, et les 6 autres à un autre groupe d'étudiants, disons le groupe B. Ouais, je sais, c'est super original. Rosenthal donne aux étudiants comme objectif d'apprendre à ces rats à traverser un labyrinthe en 5 jours. Seulement voilà, comme tout chercheur, Rosenthal est fourbe. Il raconte au groupe A que leurs rats ont été sélectionnés de façon très sévère et minutieuse, qu'ils doivent donc s'attendre à des résultats assez exceptionnels. Il raconte ensuite au groupe B que leurs rats sont des rats à la con. Une espèce qui n'a rien d'exceptionnel, donc il est probable qu'ils aient quelques difficultés à trouver leur chemin. Je le rappelle, ces rats sont tous de la même espèce, ce sont les mêmes, et ils ont été séparés en deux totalement au hasard. Et pourtant, après les 5 jours, les pseudo-rats savants du groupe A deviennent en effet plus savants. Ils progressent dès le début et finissent par trouver leur chemin. Alors que les pseudo-rats cancres du groupe B deviennent en effet des cancres. À vrai dire, certains ne quittent même pas la ligne de départ. Durant cette semaine d'expérience, Rosenthal observe que les étudiants du groupe A prêtent naturellement beaucoup plus d'attention à leurs rats. Ils sont plus amicaux d'une certaine façon. Allez mon petit coco, allez, tu vas y arriver. Oh oui, tu vas trouver ton chemin. Oh, ce sera un beau rat. Alors que les étudiants du groupe B, qui pensent avoir des rats stupides, ne leur apportent pas autant d'attention. Allez, bouge ton cul, là on n'a pas la journée. C'est pas compliqué pourtant. Pour Rosenthal, c'est une aubaine. Il pense tenir une théorie. Alors il décide d'aller la tester sur des humains. Dans une école primaire de San Francisco, Rosenthal propose au professeur de faire passer un nouveau type de test aux élèves de différentes sections à la rentrée. Ce test sort tout droit de Harvard, il est une mesure de l'intelligence et serait capable de prédire les élèves qui ont un certain potentiel, un fort démarrage intellectuel. Alors il fait passer les tests, les corrige et les garde comme base de comparaison pour la suite de l'expérience. Pour ce qui est des élèves au fort démarrage intellectuel, il en sélectionne 20% totalement au hasard, indépendamment du test. Les profs sont ensuite informés que ces élèves ont un potentiel particulier. Ah, le petit Eddie là au fond de la classe, il est pas si con en fait. Un an plus tard,
Rosenthal revient faire passer un test similaire pour mesurer le progrès des élèves. Et sur toutes les sections mélangées, les groupes de contrôle ont gagné en moyenne 8 points de QI après l'année scolaire. Et le groupe expérimental, c'est-à-dire les élèves désignés comme ayant du potentiel, ont eux gagné 12 points de QI, soit 4 points de plus que leurs camarades. Ce qui est aussi intéressant dans les résultats de Rosenthal, c'est que plus les élèves sont jeunes, plus ils sont sensibles à l'effet Pygmalion. Dans la classe la plus jeune, l'équivalent du CP, les élèves du groupe expérimental ont gagné 15 points de QI de plus que leurs camarades. Alors c'est sûr, on ne passe pas non plus d'un débile à un génie, 4 points de différence en moyenne, ça n'est pas énorme. Mais c'est révélateur de l'existence de cet effet. En fait, qu'un prof sache qu'un élève a du potentiel crée chez lui un effet d'attente qui va modifier, consciemment ou non, son comportement vis-à-vis de l'élève en question. You got a gift, my friend. You got a gift. No, I don't. Yes, you do. I really don't. Yes, you do. Il aura tendance à être plus amical en quelque sorte, comme dans l'expérience des rats. Alors bien sûr, ça n'influence pas directement le QI, mais la motivation et l'investissement de l'élève qui sont des éléments fondamentaux au développement intellectuel. Rosenthal est allé plus loin dans son expérience. Elle dura plus d'1 an et il s'est intéressé à différentes variables, comme le sexe de l'élève, l'âge ou la catégorie sociale par exemple. Si ça vous intéresse, dans la description je vous ai mis un lien vers le rapport de son expérience. Quand Rosenthal a publié ses recherches, elles ont été très critiquées par certains de ses confrères, lui reprochant un résultat trop faible pour être significatif. Mais depuis, la critique a été critiquée, et l'expérience a été refaite de très nombreuses fois. 464 fois entre 1968 et 1994, pour être exact. Et avec à chaque fois des résultats globalement positifs. Alors évidemment, l'effet Pygmalion ne va pas transformer les élèves en Einstein, mais il a une influence, et une bonne influence puisqu'il met les élèves en condition de réussite. Un enseignant qui aura des attentes fortes vis-à-vis de ses élèves aura donc des effets positifs sur leur comportement, leur investissement. L'opposé de l'impuissance apprise. You. No. No, you're very good, you. No. You are very good. There's you. a lot more to it than that. You're very good, you. Des pédagogues, des passionnés, il y en a, mais peut-être pas assez. On se souvient tous d'un prof qui nous a intéressés, mais pour combien de profs blasés à côté? Croyez en vos gosses, putain! C'est donc en toute objectivité que je vous invite à vous abonner à Spleen. C'est une chaîne prometteuse, vraiment pas mal. Comment ça j'essaie de vous manipuler? Mais non, pas du tout. Je dis simplement que cette chaîne... You are something, you. No, you're something. No, you. You.